travail. N'est-ce pas? Et nous comptons suivre le plan comme suit. C'est-à-dire que nous allons d'abord, n'est-ce pas, définir la notion, bien entendu. Donc, nous allons procéder à une définition, ou bien, si vous voulez, une élucidation conceptuelle, n'est-ce pas? En passant, bien entendu, par une certaine distinction qu'il faudra faire entre ce qu'on appelle l'activité animale, n'est-ce pas, et le travail de l'homme, c'est-à-dire le travail humain, n'est-ce pas? Ensuite, nous allons voir les différentes conceptions, n'est-ce pas? Les différentes conceptions du travail. Et il s'agira, n'est-ce pas, à ce niveau-là, de parler des aspects positifs ou négatifs d'abord, les aspects négatifs du travail, ensuite, n'est-ce pas, des aspects positifs. Donc, les aspects négatifs et les aspects positifs. Et donc, n'est-ce pas, qui renvoient aux différentes conceptions que les uns et les autres ont du travail, n'est-ce pas? Alors, pour la définition, on va parler ici du travail dans un sens beaucoup plus général. Alors, le travail, qu'est-ce que c'est? Souvent, on définit le travail comme étant un moyen de transformation de quoi? De la nature, n'est-ce pas? Alors ici, la nature ne renvoie pas à l'inné, comme on en a parlé dans les séances précédentes, mais ici on parle de la nature, n'est-ce pas, comme l'environnement, ou bien le milieu physique dans lequel, n'est-ce pas, nous évoluons, n'est-ce pas? Donc le travail est une activité, n'est-ce pas, humaine, puisqu'on verra plus tard que le travail est une manifestation culturelle. Donc le travail est cette activité qui permet à l'homme, tout simplement, d'interagir ou d'agir tout simplement sur son milieu, d'agir sur la nature, en vue, n'est-ce pas, de produire une quelconque réalité, mais une réalité qui est utile à l'homme. Donc le travail, comme je dis, c'est un moyen qui permet à l'homme, n'est-ce pas, de pouvoir, n'est-ce pas, transformer cette nature brute-là, d'accord, la nature brute, afin, n'est-ce pas, de la façonner à son image. Et donc, la finalité du travail, comme je viens de le dire également, c'est la production, n'est-ce pas, d'une réalité qui est utile à l'homme. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que l'homme va, n'est-ce pas, travailler pour pouvoir subvenir à ses besoins. Maintenant, toutefois, la question qui mérite d'être posée, c'est que l'homme n'est pas le seul être vivant à agir sur son milieu. Pourquoi? Parce que l'animal également, d'accord, agit sur son milieu. L'animal également, n'est-ce pas, transforme ou essaie de transformer son milieu de vie, n'est-ce pas? Et là, on peut penser, n'est-ce pas, aux oiseaux. On peut penser aux abeilles, n'est-ce pas? On peut penser aux castors, aux singes, etc. Donc, c'est des animaux également, n'est-ce pas, qui agissent sur le milieu à l'image ou à l'instar de l'homme. Ce qui va nous permettre ici, n'est-ce pas, de faire la comparaison, n'est-ce pas, entre cette activité-là animale, d'une part, l'activité animale d'une part, du travail humain de l'autre. Donc le travail de l'homme. Alors, l'activité animale se caractérise ici par ce qu'on appelle la spontanéité. Donc c'est une activité qui est spontanée. Donc ça se caractérise par la spontanéité. Ça se caractérise par exemple également par l'inconscience. D'accord? Donc c'est un travail
qui est irréfléchi. C'est un travail qui est irréfléchi, n'est-ce pas? Et donc, quand l'animal, n'est-ce pas, on va dire plutôt une activité, n'est-ce pas? Et donc, quand l'animal se met à agir sur son milieu, il ne le fait pas volontairement, d'accord? Il suit tout simplement sa nature d'être programmé, et c'est ce qui lui pousse d'ailleurs à agir. Si je prends l'exemple, n'est-ce pas, des abeilles qui effectuent, n'est-ce pas, qu'on appelle une danse en rythme, etc., dans le cadre de leur communication. Ici, enfin, la production également de miel ou bien la fabrication des ruches. D'accord? On a également les oiseaux qui également, n'est-ce pas, construisent ou fabriquent également des nids. Vous comprenez? Mais tout ça, ça se fait dans la spontanéité, dans l'inconscience, etc. Parce que tout simplement, d'accord, nous considérons tous que, n'est-ce pas, les animaux ne sont pas dotés de raison, n'est-ce pas? Or, le travail humain ici se particularise de cette activité animale-là, dans la mesure où le travail humain, lui, il est conscient. C'est un travail qui est conscient, donc un travail réfléchi, d'accord? Un travail également qui nécessite la conceptualisation. C'est-à-dire que l'homme, contrairement à l'animal, n'agit pas spontanément ou involontairement ou inconsciemment. L'homme, avant de produire, avant de créer, etc., il conceptualise d'abord. Et cela, n'est-ce pas, nous ramène un peu à l'usage, si vous voulez, de la raison, ou bien tout simplement de son esprit. Parce que l'être humain est un être, n'est-ce pas, doté de raison, doté d'esprit, doté de conscience. Et c'est justement cela qui lui permet, n'est-ce pas, de pouvoir conceptualiser, de penser, de réfléchir avant tout simplement de produire. Vous comprenez? Donc l'idée ici était tout simplement de montrer la différence ou la distinction entre ce qu'on appelle l'activité animale et le travail humain. Alors, nous allons poursuivre en essayant également de parcourir les différentes conceptions que les uns et les autres ont également du travail. Et comme j'avais annoncé tout à l'heure, le travail donc présente des aspects négatifs. Et j'ai choisi, n'est-ce pas, ce moment pour parler, bien entendu, de l'étymologie du mot, n'est-ce pas? Donc, étymologiquement, le travail vient de tripalium. N'est-ce pas? Le travail vient de tripalium, n'est-ce pas? Qui signifie tout simplement un instrument de torture. Alors, le recours à l'étymologie du mot nous permet tout simplement d'évoquer, n'est-ce pas, cet aspect négatif que présente le travail. Dans la mesure où, n'est-ce pas, cet instrument de torture-là, ou bien tout simplement le travail, évoque, n'est-ce pas, la douleur. Le travail évoque, n'est-ce pas, comment on appelle, la souffrance. Donc, quand on parle du travail, cela, n'est-ce pas, nous ramène, n'est-ce pas, vers, n'est-ce pas, la douleur ou la souffrance, n'est-ce pas, que l'on ressent, n'est-ce pas, dans le travail. Donc, pour dire, c'est d'ailleurs, n'est-ce pas, la conception que les Grecs avaient également du travail. Le travail également, enfin, le travail qui, à leurs yeux, était tout simplement mal vu, n'est-ce pas? Le travail était mal vu, c'est-à-dire le travail manuel, n'est-ce pas, n'était pas consacré, n'est-ce pas, à la noblesse, etc. Vous comprenez? Et donc, une catégorie de gens était, comment on appelle, le travail était réservé en tout cas à cette catégorie-là. Donc, le travail, tout simplement, parce qu'il présente des aspects, en fait, négatifs, à travers la douleur, la souffrance, et d'où l'étymologie du mot instrument, n'est-ce pas, de torture, veut tout simplement dire que le travail, tout simplement, est quelque chose de mal vu, n'est-ce pas? Donc, c'est le premier aspect négatif qu'on peut retenir, n'est-ce pas, du travail. L'autre aspect, n'est-ce pas, également négatif du travail, ici, on va, n'est-ce pas, faire recours à Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, n'est-ce pas, qui nous parle de quoi? Qui nous parle de l'état de nature. L'état de nature. Alors, l'état de nature, n'est-ce pas,
tel que décrit par Jean-Jacques Rousseau, bien sûr, Hobbes, etc., d'accord, veut, à travers, n'est-ce pas, cette hypothèse de l'état de nature, nous montrer, n'est-ce pas, que le travail apparaît comme étant une nécessité pour l'homme. Donc, cela veut dire que l'homme doit travailler et que c'est une obligation pour l'homme de travailler pour pouvoir survivre. Alors, qu'est-ce que Rousseau nous dit de l'état de nature? Il nous dit que l'état de nature était un état paradisiaque. Un état paradisiaque. N'est-ce pas? Paradisiaque, voilà. Paradisiaque, là on entend le mot paradis, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que c'est un milieu où, n'est-ce pas, ou l'état où, n'est-ce pas, tout simplement, l'homme avait tout à sa disposition. La nature donc était généreuse et donc permettait à l'homme de subvenir, n'est-ce pas, à ses besoins. C'est-à-dire quoi? Quand l'homme voulait manger, il lui suffisait tout simplement de lever la tête et de cueillir un fruit pour se nourrir. D'accord? Également, quand l'homme avait soif, il lui suffisait également juste de se baisser et de boire l'eau de la rivière. Si l'homme également voulait se reposer, le même arbre qui lui a fourni, n'est-ce pas, la nourriture, le fruit en tout cas à manger, pouvait également lui donner l'homme pour se reposer. Donc l'homme, ce qui caractérise en fait l'état de nature, c'est le fait que l'homme n'avait pas besoin de travail. L'homme ne travaillait pas tout simplement, selon cette hypothèse de l'état de nature, n'est-ce pas, de Rousseau. Donc l'homme dans l'état de nature ne travaille pas. Et l'état de nature, n'est-ce pas, a précédé la vie sociale. C'est-à-dire la vie en société. C'est-à-dire qu'avant que les hommes vivent en société, ils vivaient, n'est-ce pas, dans ce qu'il appelle l'état de nature. Et donc ce qui caractérise l'état de nature, c'est que c'était un état qui était paradisiaque, un état où, n'est-ce pas, la nature, donc comme je dis tout à l'heure, était généreuse et donc permettait à l'homme de pouvoir vivre aisément. Et l'homme également était pourvu d'une liberté absolue, puisque également l'état de nature se caractérise par l'absence de loi également. Vous comprenez? Donc, à un moment donné, n'est-ce pas, de cette vie-là, il est survenu, n'est-ce pas, ce qu'il appelle les cataclysmes naturels. À l'exemple de, je veux dire, comme les séismes par exemple, les séismes, les tremblements de terre, etc. Vous comprenez? Et donc, lorsque ces cataclysmes naturels, qui sont des phénomènes naturels, n'est-ce pas, sont survenus, n'est-ce pas, ils ont emporté tout avec eux. Est-ce que vous comprenez? Et ce qui fait que l'homme, n'est-ce pas, finit dans la précarité. L'homme se retrouve dans le besoin, l'homme se retrouve dans le manque, n'est-ce pas? L'homme donc, n'est-ce pas, est dans le manque. Il se retrouve donc dans le besoin. Il se retrouve dans la précarité. Alors, il fallait faire naturellement quelque chose, n'est-ce pas, pour l'homme, afin de survivre. Et c'est là, n'est-ce pas, qu'est venue la nécessité du travail. Parce que, comme je dis, si l'homme, puisque l'homme avait tout perdu, parce que ces phénomènes naturels avaient tout emporté avec eux, d'accord? Donc, l'homme qui s'est retrouvé dans cette situation, pour pouvoir survivre, n'est-ce pas, était obligé de se mettre au travail afin de survivre. Donc, ce qui fait que, en quelque sorte, le travail va apparaître comme, n'est-ce pas, une obligation. Le travail va apparaître comme une obligation pour l'homme, n'est-ce pas, pour pouvoir, comme je dis, survivre. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre, n'est-ce pas, cette hypothèse de l'état de nature, n'est-ce pas, de Jean-Jacques Rousseau, qui veut tout simplement en venir, n'est-ce pas, à établir la nécessité du travail, n'est-ce pas, pour l'homme. Vous voyez. Alors, l'autre aspect également négatif que présente le travail, ici, on va également faire recours à la religion. Quand Adam et Ève étaient, vous vous rappelez, d'autres parlent même du mythe d'Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, etc. Donc là également, Adam et Ève avaient tout à leur disposition. Ils ne travaillaient pas, etc. Mais et donc ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, n'est-ce pas, dans ce jardin-là. Maintenant, on sait que Dieu leur avait interdit de goûter au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sauf que Adam et Ève, on va dire Ève d'abord,
à enfin cette règle-là. Parce que, n'est-ce pas, elle va aller goûter, n'est-ce pas, le fruit de cet arbre et ensuite en donner à Adam. Vous comprenez? Ce qui vient, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le péché originel, n'est-ce pas? La désobéissance, n'est-ce pas, de Dieu, de Adam et Ève, n'est-ce pas, vis-à-vis de Dieu. Voilà, on l'appelle le péché originel. Vous comprenez? Donc, suite à ce péché originel-là, on sait que, n'est-ce pas, Dieu va sanctionner et va punir l'homme, n'est-ce pas? En quoi faisant? En disant tout simplement à Adam, tu mangeras à la sueur de ton front. Et il dit à Ève, n'est-ce pas, que tu enfanteras dans la douleur. Et d'ailleurs, quand la femme est en train, n'est-ce pas, ou sur le point d'accoucher, on dit qu'elle est en travail. Donc cela veut dire quoi? Que le travail ici, d'accord, va se présenter comme étant une punition. Le travail ici va être vu comme étant, si vous voulez, une malédiction. D'accord? Parce que c'est à partir également de ce moment-là que l'homme va devoir travailler pour assurer, n'est-ce pas, sa survie. Vous comprenez? Donc le travail en tant que punition, en tant que malédiction, selon, n'est-ce pas, la thèse religieuse, n'est-ce pas, constitue également une conception, si vous voulez, négative du travail. Alors, la dernière conception, ou bien le dernier aspect également négatif que présente le travail, il s'agit ici, il s'agit de la conception de Karl Marx, d'accord? Marx qui nous parle, n'est-ce pas, de l'aliénation, du travail aliéné, l'ouvrier qui travaille dans les usines, hein? D'accord? Et donc, les dures conditions de travail de l'ouvrier, l'exploitation, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'exploitation de l'homme par l'homme, d'accord, son patron bourgeois qui l'exploite, etc. D'accord, pousse en tout cas Marx à parler de travail aliénant. Karl Marx. Alors, que signifie l'aliénation chez Karl Marx? Il parle de travail comme aliénation. Donc, le travail aliène l'homme. Alors, l'aliénation se traduit par ce qu'on appelle la déshumanisation. La déshumanisation, la dépossession, ou si vous voulez également la perte de soi. La perte de soi. Pourquoi la déshumanisation? Parce que quand l'ouvrier qui travaille dans les fabriques ou dans les usines, n'est-ce pas, se met à travailler dans de dures conditions, n'est-ce pas, de dures conditions de travail, n'est-ce pas, c'est une manière, en fait, de lui priver ou de nier son humanité ou bien sa dignité en tant qu'humain. Parce que le travail, d'accord, apparu sous ce rapport, le dénature tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Donc, selon Karl Marx, n'est-ce pas, il s'agit d'une déshumanisation. Dépossession, pourquoi? Dépossession parce que l'ouvrier également, il est dépossédé, n'est-ce pas, du fruit de son travail. Il n'en bénéficie pas. Donc, dépossession, c'est-à-dire une manière de priver l'ouvrier du fruit de son labeur, du fruit de son travail. Donc, ça veut dire que le fruit de son travail, lui, est tout simplement étranger. Vous comprenez? Et perte de soi, comme on appelle la dénaturation, etc. Puisque l'ouvrier, n'est-ce pas, va se donner, n'est-ce pas, sans un retour, comme je dis, bénéficier, n'est-ce pas, du fruit de son travail. Donc, le travail sous ce rapport-là est, n'est-ce pas, aliénant. L'homme, n'est-ce pas, est aliéné, n'est-ce pas, par le travail, parce que tout simplement, cela le déshumanise, cela, n'est-ce pas, le dépossède et tout simplement constitue une perte de soi. Voilà donc comment, n'est-ce pas, Karl Marx nous présente, n'est-ce pas, le travail comme une aliénation et qui constitue, comme je dis, un autre également aspect négatif du travail. Alors, ce qui va nous amener ici également à parler des aspects positifs. Des aspects positifs, parce que le travail ne présente pas que des aspects négatifs, n'est-ce pas? Le travail a également des aspects positifs que nous allons voir. Alors, le premier aspect, n'est-ce pas, positif, c'est que déjà, nous savons que lorsque nous travaillons, c'est dans le but de subvenir à nos besoins.
nous travaillons pour subvenir à nos besoins, n'est-ce pas? Et donc, cela permet à l'homme de gagner en indépendance. Le travail nous rend donc indépendants. Il nous rend le travail nous rend autonome, n'est-ce pas? Puisque nous n'allons plus dépendre, n'est-ce pas, de l'autre. Par le travail, nous pourrons voler de nos propres ailes, comme on dit. Nous pourrons en tout cas, comme on appelle, compter sur nos propres efforts et, n'est-ce pas, en ce sens, subvenir également à nos besoins. Donc le travail nous rend autonomes, nous rend indépendants, mais le travail également constitue également un moyen de satisfaction ou un moyen de plaisir. C'est-à-dire qu'on peut éprouver également un certain plaisir, n'est-ce pas, dans le travail. Le travail également nous permet, n'est-ce pas, de gagner en l'estime sociale. L'estime sociale, n'est-ce pas? Le travail nous permet également, enfin, ça nous anoblit, d'accord? Ça nous permet, n'est-ce pas, d'avoir de l'estime, n'est-ce pas? Ou bien quelque chose, en tout cas, que la société pourra tout simplement pourra avoir vis-à-vis de nous à travers le travail. Donc, le respect également. D'accord? Le respect, si vous voulez, la considération. Et donc, le travail est quelque chose qui nous anoblit. D'ailleurs, dans nos sociétés, lorsqu'on ne travaille pas, on est également mal vu. On est à la limite marginalisé, n'est-ce pas? Donc, le travail participe également à, comment on appelle, au respect également de notre dignité humaine, puisque le travail également constitue l'essence de l'homme. Dans la mesure où le travail, n'est-ce pas, nous arrache de notre animalité. Le travail nous arrache de notre animalité vers notre humanité. Donc, c'est un moyen pour l'homme d'humaniser la nature en s'humanisant. Lorsqu'il humanise la nature, il essaie de façonner cette nature, n'est-ce pas, à son image, selon également ses besoins. Et lorsqu'il, comment on appelle, s'humanise, c'est que simplement ça permet à l'homme de quitter son animalité, de s'affirmer en tant qu'un être, n'est-ce pas, capable de créer, d'inventer et de produire, n'est-ce pas, quelque chose qui est utile. Donc, c'est un moyen, n'est-ce pas, d'humanisation également. Alors, l'autre aspect également positif que présente, n'est-ce pas, le travail, ici, on va également convoquer Hegel. Hegel, dans sa fameuse dialectique du maître et de l'esclave. Donc, on parle de la dialectique chez Hegel, la dialectique du maître et de l'esclave. Dans cette dialectique, au départ, il y a ce qu'on appelle un rapport de domination. Par vers l'esclave. Pourquoi domination? Parce que le maître, il est celui en tout cas qui donne les ordres, n'est-ce pas? Et l'esclave, n'est-ce pas? Lui, il exécute. Et donc, il se soumet aux ordres, n'est-ce pas, de son maître, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait que le maître qui se contente de donner des ordres, il est dans, n'est-ce pas, l'oisiveté ou bien la passivité, n'est-ce pas? Il est donc passif parce que tout simplement, il n'a aucun rapport, avec la nature. Contrairement à l'esclave, qui certes donc se soumet aux ordres, n'est-ce pas, de son maître, mais, enfin, par le travail, il se soumet, n'est-ce pas, aux ordres de son maître en travaillant, et lorsqu'il travaille, il se met à exploiter, il exploite la nature. Et donc, cette exploitation de la nature, n'est-ce pas, fréquente, d'accord, par l'esclave, lui permet finalement de maîtriser bien entendu cette nature, de la dominer, n'est-ce pas? De dominer cette nature et, n'est-ce pas, également la maîtriser. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que, par le travail de l'homme va, comme on appelle, exploiter cette nature. Il va avoir donc pour créer un lien
entre lui et la nature et va finir par maîtriser et par dominer, n'est-ce pas, cette nature-là. Ce qui veut dire que l'esclave, plus il travaille, plus il maîtrise et domine la nature, plus également il gagne en indépendance, n'est-ce pas? Or, le maître, lui, qui est toujours dans l'oisiveté ou la passivité, qui n'a aucun rapport avec la nature, n'est-ce pas? Lui, d'accord, ne sera pas productif. Il n'est pas productif d'ailleurs, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait qu'il va finir par dépendre de l'esclave, mais précisément du travail de l'esclave. Il va finir par dépendre, n'est-ce pas, du travail de l'esclave. Ça veut dire quoi? Si l'esclave plutôt travaille, n'est-ce pas, le maître pourra tout simplement, voilà, survivre entre guillemets. Vous comprenez? Et donc, le maître va finir par dépendre du travail, n'est-ce pas, de l'esclave. Et donc, on peut dire qu'il finit par être l'esclave. Le maître, il finit par être l'esclave de son esclave, puisqu'il dépend du travail de son esclave. Et le maître, lui, qui est gagné par la passivité, par l'oisiveté, lui, il va finir, n'est-ce pas, dans la dépendance. Il va finir dans la dépendance. Et donc, il finit par être l'esclave. Ah non, il s'agit de l'esclave. L'esclave, lui, ici, puisque c'est le maître qui est l'esclave de son esclave, et l'esclave ici, n'est-ce pas, qui a gagné comme on appelle, en indépendance, en autonomie, etc., va finir, n'est-ce pas, par être le maître de son maître. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour dire quoi? Que seul le travail, ou bien, selon, en tout cas, Hegel en tout cas, le travail est un excellent moyen de libération. Que le travail peut permettre à l'homme de s'affranchir. Que le travail peut permettre tout simplement à l'homme de sortir de la dépendance, d'accord, et d'être tout simplement autonome. Donc, cela veut dire donc que, suivant notre logique, le travail, n'est-ce pas, présente énormément d'aspects positifs. Je l'ai dit, à travers le fait que le travail nous permet de subvenir à nos besoins, d'être indépendants, d'être autonomes, n'est-ce pas? Le travail qui nous humanise en nous permettant d'abord d'humaniser la nature, n'est-ce pas? En nous permettant également de gagner un estime, le respect et la considération, n'est-ce pas, de la société, n'est-ce pas? Le travail également qui, en fin de compte, avec Hegel, se présente comme un moyen, n'est-ce pas, pour l'homme de se libérer. Oh là 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 là. Le travail est une notion qui, dans le programme de philosophie, est abordée dans l'axe majeur nature et culture. Et là, le travail se présente, n'est-ce pas, comme étant une manifestation de la culture. Puisque le premier axe majeur parle de nature et culture. Donc, il s'agit, par rapport à cette notion, n'est-ce pas, de montrer que le travail apparaît, comme je dis, une manifestation de la culture, voilà, comme un élément, n'est-ce pas, de la culture. Et donc, il s'agit, n'est-ce pas, au cours de cette leçon, de montrer comment l'homme, n'est-ce pas, arrive à s'humaniser, n'est-ce pas, par le travail, puisque c'est le travail, n'est-ce pas, lui-même qui constitue l'essence de l'homme. Et donc, ce processus d'humanisation-là se matérialise, se manifeste également à travers, n'est-ce pas, cette activité qu'on appelle le travail. Oui, l'humanisation permet tout simplement, est un processus tout simplement par lequel l'homme va quitter, n'est-ce pas, sa nature animale, son animalité, pour intégrer, n'est-ce pas, cette humanisation-là ou cette humanité-là, dans la mesure où l'homme, en tout cas, qui est composé de deux règnes, un règne animal et un règne culturel, ou un règne naturel et un règne culturel. Il s'agit, n'est-ce pas, par le travail, de montrer que c'est le travail, en fait, qui humanise l'homme. C'est-à-dire que, de manière générale, on dit que la culture est considérée comme étant, n'est-ce pas, ce qui permet, n'est-ce pas, de distinguer l'homme, n'est-ce pas, de l'animal. Et donc, les différentes manifestations de cette culture-là, à l'image ou à l'instar, n'est-ce pas, du travail, constituent bien entendu, n'est-ce pas, un facteur, n'est-ce pas, qui permet à l'homme, n'est-ce pas,
de s'arracher, n'est-ce pas, de son animalité pour intégrer pleinement, n'est-ce pas, son humanité, parce qu'à travers le travail, l'homme, n'est-ce pas, exprime, n'est-ce pas, sa capacité à inventer, sa capacité à produire, sa capacité à créer. Et cela, n'est-ce pas, bien entendu, par, n'est-ce pas, le moyen, n'est-ce pas, du travail. Vous parlez. Dans la mesure où ça va leur permettre tout simplement de prendre en compte, si je peux dire, les aspects positifs dont on a parlé tout à l'heure, puisque le travail permet, n'est-ce pas, à ses élèves ou à l'homme de manière générale de subvenir à ses besoins. Le travail, n'est-ce pas, en lui rendant, n'est-ce pas, indépendant, en le rendant comment on appelle, autonome. Et donc, partager, n'est-ce pas, ces aspects positifs du travail avec les élèves leur permet également de prendre conscience, n'est-ce pas, que le travail n'exprime pas seulement la douleur, la souffrance, ou bien qu'on ne travaille pas seulement, n'est-ce pas, pour vivre, mais qu'on travaille également pour mieux vivre, pour gagner, n'est-ce pas, un statut social qui est élevé. Donc, c'est important que les élèves, n'est-ce pas, prennent, n'est-ce pas, en charge ou soient conscients, n'est-ce pas, de ces aspects positifs du travail, parce que bien entendu, ça les prépare. Et c'est ça l'objectif des différentes notions vues dans le programme. Ça permet, n'est-ce pas, de préparer l'élève à entrer, n'est-ce pas, dans le domaine professionnel, n'est-ce pas, et en tout cas avoir les outils, n'est-ce pas, qui vont, n'est-ce pas, l'aider dans ce sens. Étant donné que la notion qui a été vue ici, c'est le travail, donc appeler en tout cas les élèves à, comme je dis, prendre conscience, n'est-ce pas, des avantages du travail, des aspects positifs, n'est-ce pas, du travail, de travailler tout simplement à l'école, que ce soit à l'école, à la maison, etc. Parce que, comme on l'a démontré tout à l'heure, le travail est un excellent moyen de libération. Le travail est un excellent moyen pour s'affranchir, pour se libérer de la dépendance de la dépendance d'autrui.